Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Jeudi matin sur Alliance 92, Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Parlons un peu économie, vie sociale. Franck Ramarson pour Topic News de ce jour. Tout augmente. On voudrait quand même comprendre comment marche cette augmentation, puisqu'on sait quand même qu'il existe des organes de régulation, si on parle télécommunications, si on parle de l'énergie, si on parle du carburant. Ces hausses, est-ce que c'est dû à un manque à gagner? Est-ce que c'est dû à des références tarifaires du carburant ailleurs? Et pourtant, c'est la vie du quotidien avec l'insécurité. On a besoin de lumière et ça patine qu'au niveau du budget familial. Il faut dire que c'est déjà un cercle vicieux. Vous voulez dire, si on augmente le carburant, il y avait une conséquence sur les prix de l'énergie, puisque à Madagascar, d'abord, 80% de notre production d'électricité dépend des fuels et du gazoil. Donc ça veut dire que la Djirama est à la merci donc de ces compagnies pétrolières, surtout à la merci de ces hausses de prix. Pour pouvoir donc fonctionner. Est-ce que la Djirama a pu d'abord ajuster ses tarifs depuis 2009? Je pense qu'il n'y a pas eu justement de tarifs puisque c'est une compagnie d'État. Deuxièmement, elle a donc été considérée comme une société qui doit préserver le service public et l'intérêt public. Donc, comme vous le savez, l'énergie est un secteur sensible pour la vie sociale de la population. Nous sommes à ce niveau-là, alors que, aussi, il ne faut pas oublier que la Djirama est une entreprise qui doit fonctionner et qu'elle doit être rentabilisée pour pouvoir subvenir à ses besoins, notamment payer le salaire du personnel, etc., etc. Mais le problème de la Djirama, je pense que c'est surtout, à côté, il y a ces arriérés, ces impayés de l'État, qui se chiffrent des milliards d'arrières, que je ne dirais pas ici combien ça se chiffre, mais aussi, actuellement, on n'a pas encore touché à ces arriérés, à ce que je crois, et qu'on est encore dans le stade de compensation, donc de certaines dettes qui n'ont jamais été honorées depuis des années. Donc c'est pour cela peut-être qu'il y a autant de difficultés financières de la Djirama, mais aussi il faut comprendre que avec son statut de société d'État, où à 100% est quand même l'État est actionnaire, que maintenant elle doit être rentable, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit quand même fonctionner comme une entreprise normale. Mais pour les observateurs, Franck Ramarson, la Djirama est presque un outil aussi de bataille pour nos politiciens. C'est un moyen d'attiser, par exemple, les pulsions du citoyen par rapport à la cherté de la vie. Mais cette société, en fin de compte, donc, en vous écoutant, elle s'en sort pas du tout, quoi. Je ne dis pas qu'elle s'en sort pas du tout, mais il faut quand même qu'il y ait des ajustements de tarifs pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc, mais quand l'État dit non, ne touchez pas à ce tarif. Ça, c'est une aberration de la part de l'État, puisque, comme vous le savez, ce n'est pas l'État qui fixe les prix. La Djirama demande 2 fois par an à ce que on ajuste les tarifs par rapport à l'évolution des prix du gasoil, par rapport donc aux indices de consommation, par rapport aussi au taux de change. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour arriver à $1 stable, il faut passer par l'euro. Donc c'est un taux pivot et que la Djirama donc a des difficultés. Donc pour fonctionner, si on ne maîtrise pas d'abord donc ces paramètres. Là, je ne fais pas de leçon d'économie et tout ce qu'on veut, mais le prix du carburant, eux, ont pu augmenter depuis 2 ans. Ils ont demandé, mais eux, ils ont été subventionnés après. La Djirama n'est pas subventionnée par l'État. Donc, si elle demande à être payée de ses arriérés, il faut aussi passer par une loi de finances pour l'inscrire dans le budget. Donc là, c'est tout un casse-tête par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc là, je vous dis, par exemple, pour un exemple, que penser de ces organes de régulation? Puisque ce sont ces organes de régulation qui fixent les taux et les tarifs, que ce soit pour la télécommunication. En principe, les opérateurs téléphoniques de télécommunication demandent à l'OMERT s'ils peuvent augmenter le tarif. C'est à l'OMERT de voir si ces augmentations sont justifiées, par exemple. Les pétroliers, la même chose, on demande à l'OMH. Il en est de même pour les transporteurs. C'est l'agence l'ATT, transport terrestre, qui doit fixer par rapport donc à des calculs et des hypothèses
pour pouvoir donc fixer quelle est l'augmentation raisonnable pour ça. La DIRAMA, c'est l'ORE. L'ORE, donc l'ORE, c'est l'Office de régulation de l'eau et l'électricité, à qui ils ont demandé déjà depuis 2009, donc il y a eu cette augmentation de 18% qui est passée en Conseil des ministres, qui a quand même été très bien gérée par le ministre de l'Énergie, puisque c'était un ancien de la DIRAMA, qui voit quand même comment les choses fonctionnent. La DIRAMA demande, voilà ce qu'on demande comme augmentation. Après 3-4 mois d'études, l'ORE le dit, voilà votre augmentation. Je ne comprends pas pourquoi donc le Conseil des ministres s'insurge en disant non, on veut ceci, cela. Donc là, c'est à de la démagogie. Là, ou bien le président de la transition est mal conscient encore sur un plan économique. Ou tout simplement, c'est un outil de bataille pour dire nous sommes de votre côté, on vous comprend, population. Oui, mais c'est pour tuer aussi l'entreprise, la DIRAMA. Donc si on veut encore creuser le déficit qu'il y a, donc c'est la meilleure manière de le faire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose en matière à réflexion aussi pour maintenant, avec comment fonctionnent tous ces organes de régulation par rapport à des secteurs sensibles. Bon, parce que là, le transport aérien, il y a la CM, transport maritime, la PMF, l'agence porteur maritime fluvial pour tout ce qui constitue question portuaire aussi. Il y a l'ORE pour l'électricité, il y a comment on appelle ça, il y a l'OLOMERT pour les télécoms. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on remette les choses au point en disant le ministère est là pour planifier, pour assurer la politique générale, pour pouvoir voir plus tard quelle est la politique. En termes d'un régime normal. Alors, comme si vous voulez dire, Franck Ramerson, le mot tutelle est mal interprété ou mal compris. Quoi. Non, le mot tutelle, puisqu'il y a déjà un organe de régulation entre les deux. Donc moi je pense que... Et c'est là que je comprends pas comment fonctionne donc cette transition, comment fonctionnent donc ces dirigeants de la transition. Ou bien ils n'ont pas appris la leçon de ce qu'on appelle une économie libérale, donc avec... Ça, c'est un système... Et pour l'intérêt de la nation, Franck. L'intérêt de la nation, où est-ce qu'on peut le mettre dans tout ça? Puisqu'il faut que ces entreprises vivent. Donc là, comme on dit, si on veut tuer l'entreprise, c'est la meilleure manière de le faire. Et dites, Franck Ramerson, avant de quitter ce sujet, voyez aussi les taxes que paie un abonné. C'est plus cher que la consommation. Il faut bien que l'État vive. Mais si l'État dit maintenant on fixe à tel point, donc bien on fait baisser les tarifs, je dirais les ressources pour l'État aussi diminuent tout autant. Oui, mais que les travaux par rapport à ces taxes soient aussi concrets, quoi. Par rapport aux taxes que l'État perçoit, voilà. que l'État s'occupe de ses ouailles. Oui, alors un autre sujet, Franck Ramerson, Fransman est là. C'est le Messie, entre guillemets. Fransman est là pour imposer ce point de vue, puisque les malgaches sont incapables donc de s'entendre sur un sujet précis, c'est la loi d'amnistie. Il faudrait savoir d'abord, c'est une amnistie politique que l'on parle. On ne parle pas d'amnistie sentimentale ou quoi que ce soit. C'est une affaire politique. Tous les commentaires, les ragots qu'on peut entendre concernant tout cela, c'est complètement absurde. Quand on entend à la radio, c'est certains confrères et tout ça, les gens qui parlent, mais tout ce qui s'est passé le 7 février, c'est bien une affaire politique, non? Mais si on parle du cas de Vunat, c'est une affaire de droit commun. Ce n'est pas une affaire politique. Oui, on est en train de mélanger, faire un amalgame de tout. C'est voulu. C'est voulu parce que M. Vunat, est-ce qu'il a droit à une amnistie, par exemple? Pris en flagrant délit dans un hôtel, en train de, je dirais, d'escroquer une personne, je ne pense pas que ce soit un délit politique. Donc il faudrait savoir, même s'il y a des morts d'hommes, quand il s'agit de parler d'amnistie, il faut le mettre dans un contexte. Je vous ai dit avant-hier que le problème de ce qui se passe quand on parle de crimes de sang, génocide, etc., c'est que on a fait simplement que copier des passages dans du contexte, et surtout des textes, pas du contexte, des textes du tribunal pénal international. Mais quand on parle tribunal pénal international, c'est quand on parle au Soudan du génocide, où on tue plusieurs milliers de personnes, au Rwanda, au Burundi, tous ces procès qui se passent ailleurs, tout ce qu'ils ont fait, Sénabré, tout cela. Est-ce que c'est le même contexte, Madagascar? Donc là, je pense que, comme on dit, il y a une confrontation d'interprétation en plus entre le common law des anglophones et l'interprétation francophone de la loi d'amnistie. Donc là, peut-être que avec je dirais, des experts comme Onura Gutmann, que l'on récuse, mais malheureusement, et Mbikanakle. Puis il y a aussi Lala Norbert Atiraoun, des juristes. De l'autre en même temps. Donc est-ce qu'ils vont s'entendre maintenant? Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que je pense qu'il y a une certaine hypocrisie aussi, même de la part de Norbert Lala Atiraoun, parce qu'elle a été déjà juge à l'extérieur, et que on sait, parce que quand on veut faire référence à la haute cour de la constitutionnelle aussi pour tout cela, moi je pense que la haute constitutionnelle c'est devenu une organe caduque.
Donc il fait pas partie de la feuille de route. Donc il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes dans ce genre de processus parce que ça, je dirais, mène en dérision tout un processus et que c'est l'interprétation de la feuille de route même qui est en train d'être, je dirais, bafouée par certains politiques qui ne comprennent rien à ce qu'on dit amnistie politique quand on parle dans cette feuille de route. Alors vous voulez dire par là, Franck Hammarson, c'est qu'on ravale la haine, la mésentente politique ou personnelle pour laisser imposer une loi d'amnistie bien politique cette fois-ci pour sauver ce pays. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Donc, et que les politiciens se taisent maintenant. Donc les politiciens, ce n'est pas leur affaire, l'amnistie. C'est l'affaire des juristes. Et ils n'ont qu'à voter une loi. S'ils veulent l'amender, ils l'amendent. Mais c'est pas eux de dire voilà ce qu'il y a, puisqu'ils ne comprennent même pas un mot, le sens même des mots dans ce qu'on appelle donc une loi. Alors, je reviens à ma première question, en dernier point, Franck Hammarson. Est-ce que Marius Fransman est bienvenu là pour régler cette histoire? Marius Fransman est venu après le deadline du 29 février. Donc on s'attendait à ce que la communauté internationale maintenant prenne en main les choses. Et puis, il faut dire une chose. C'est André Ardzuel qui a dit aux experts de venir. Ce n'est pas Ravalman ni les autres, c'est lui pour interpréter la chose. Et quand les experts viennent, maintenant on dit c'est la souveraineté nationale. Et tout. Qu'est-ce que c'est cette langue de bois? Donc je pense que faut savoir c'est que André Ardzuel fait venir donc les experts de la SADC après sur retard parce qu'il faut que ça risque de ne pas être en sa faveur. Donc, je veux dire en sa faveur, c'est que ce n'est pas dans le sens où il veut aller, donc ce que les experts vont, je dirais, décider. Quand je dis les experts vont décider, c'est-à-dire quelle sera donc leur évaluation. Mais c'est pas aux experts de déposer une loi d'amnistie. Ça, c'est l'affaire des Malgaches. Dites, Franck Hammarson, de cette loi d'amnistie, qu'est-ce qu'on ne veut pas du tout le retour de Marc Ravalman, ou que les officiers sortent d'Antan Moore et de Tiefa? Ce qu'on ne veut pas, surtout les deux. Ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le retour de Marc Ravalman. On peut dire à Ravalman de revenir, faire une deal politique qui ne se présente pas, et André Ardzuel ne se présente pas non plus. Mais donc, il faut que... Ça a choqué quand même que certaines têtes... Moi, je pense que c'est la meilleure manière de procéder à une alternance politique et avoir donc un assainissement de la vie pour que les gens, parce que si les deux sont encore là, on aura ce conflit s'éternisera toujours. À samedi, Franck. À samedi.